Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler du Mercosur. Je vais essayer de ne pas analyser le Mercosur que à travers la loupe politique, mais également de réfléchir structurellement et sur les tendances de fond du Mercosur. Donc ça va être une petite analyse. On va voir qu'il y a des mécanismes et des éléments clés qui sont à retenir. On va parler de quand même quelque chose, de plusieurs choses qui sont fondamentales, comme par exemple la souveraineté agricole, le consommateur, changer notre perception et notre manière de fonctionner en tant que consommateur. On va parler du libre-échangisme, on va parler de cette élite mondialisée, est-ce qu'il faut faire un peu de protectionnisme, quelle est la doctrine économique qu'il faudrait potentiellement aborder. On va également parler de richesse nutritionnelle, on va parler de notre agriculture française, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce que le Mercosur c'est plus un prolongement de cet état de décomposition, cet état de ruine de notre industrie agricole, ou est-ce que c'est plus le coup de couteau qui vient vraiment finir le boulot? Donc pour recontextualiser, à l'heure où je tourne cette vidéo, la semaine dernière, il y a l'Uruguay avec Ursula von der Leyen qui ont signé. Alors évidemment, c'est sans l'accord des parlements nationaux. Donc déjà, on voit quand même, on peut observer un transfert de souveraineté envers Bruxelles. Pour le transfert économique, ça peut potentiellement être à la BCE à Francfort en fonction de vos opinions. Et militairement et de force de frappe, ça peut pourquoi pas être à l'OTAN à Washington. Mais on va se cantonner à ce traité et à l'agriculture aujourd'hui. Alors, déjà, je voudrais commencer par aborder un petit peu ce mépris et ce sentiment de malaise sur le vieux continent, mais également au Paraguay, à l'Uruguay ou en Argentine, ce genre de choses, qu'ils ont exactement ce même sentiment de malaise. Le premier malaise sur le vieux continent, c'est que déjà on a vu des révoltes paysannes un peu partout en France, mais également en Espagne, en Italie. Je me rappelle même du passage où il y a Emmanuel Macron qui était à une conférence avec la coordination rurale, où Monsieur Mercadal disait « Mais attendez, c'est du suicide de signer ce traité, vous devez revenir sur vos décisions ». Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu « Je n'ai pas le pouvoir de faire ça, je ne peux pas arrêter. Si vous voulez arrêter à plus grande échelle que ce traité soit signé, vous devez convaincre les paysans des autres pays ». Alors je ne sais pas s'il a répondu comme ça, mais en attendant, la leçon qui a été tirée, c'est « Mais oui, mais c'est qui le président ici ?» Donc déjà, c'est un petit peu alarmant. Et si on passe du côté international, on se rend compte que là-haut, c'est un petit peu la même mentalité. Pourquoi? Déjà, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est qu'il y a encore cette dynamique de spoliation. Il y a encore cette dynamique d'extractivisme. C'est-à-dire, on est là encore, on donne nos ressources premières, nos ressources extrêmement importantes. Et en fait, on en a marre, on se fait encore exploiter. Et ce libre-échangisme, on est le témoignage. Donc ça, c'est plutôt une critique de la gauche en Uruguay, mais comme au Brésil, tout de même. Et le deuxième que je voudrais associer, c'est le malaise occidental, c'est-à-dire personne ne veut se traiter, mais pourtant il va passer de force. Certes, il y en a qui se battent, mais pas tout le monde. Et il y a également ce même malaise, mais ce n'est plus du malaise, c'est transformé en dédain, c'est transformé en mépris. Pourquoi? Parce que je vais vous citer un extrait d'un journal qui s'appelle El País América, qui nous rappelle que dans son édition de Buenos Aires, que la première destination de viande en Argentine est de loin la Chine. Donc déjà, on n'a même pas cet avantage concurrentiel, cette exclusivité d'avoir un marché commercial avec eux, où sont exportées plus de 400 000 tonnes par an, soit 4 fois plus que le maximum autorisé aux 4 pays du Mercosur dans ce traité de libre-échange. Le journal rappelle que les éleveurs argentins, retenez bien, sont optimisés. On va en revenir dessus. Quant aux retombées de l'accord commercial, ils n'en sont pas dépendants, donc on n'a pas d'exclusivité, c'est ce que je dis. Et que si le traité venait être coincé, ils auront toujours la possibilité d'augmenter leur présence sur d'autres marchés. Donc ça veut dire globalement que vous soyez avec nous, contre nous, pas là ou pas, on s'en fout. On s'en fout, votre marché, il ne nous intéresse pas particulièrement, on peut aller voir ailleurs, de toute façon on a la Chine, on peut peut-être se retourner envers les États-Unis. Donc déjà on voit un petit peu ce malaise, un peu le rebond du chat mort où l'Occident, enfin plus particulièrement l'Union Européenne, elle essaye de s'interposer entre les États-Unis et la Chine, ce que évidemment ça ne marche pas. Pourquoi ? En 1991, lors du traité de Maastricht, en termes de croissance annuelle, en termes d'emploi, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on était concurrent direct des États-Unis. Donc on n'était vraiment pas loin, si ce n'est dessus les États-Unis. Et depuis, on a totalement décroché, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les secteurs d'avenir, etc. Bon, je ne vais pas commencer à faire le politicard que rien ne va, mais en attendant, on décroche. Et cet accord commercial, selon Bloomberg et la Commission européenne, aurait un avantage, une croissance économique de 1% sur 10 ans.
Vous vous rendez compte, 1% de croissance économique sur 10 ans, alors que ça aura des conséquences terribles, dévastatrices. Par exemple, depuis, il me semble, une vingtaine d'années, il y a eu plus de 40 traités d'échange. Alors je ne dis pas que les 40, je ne les connais pas en détail tous, je ne dis pas qu'ils ont été néfastes, qu'ils ont été obsolètes, mais en attendant, est-ce que ça nous a permis, on peut questionner vraiment la validité, l'importance de ces traités quand on voit qu'on a décroché un petit peu partout. Et en plus, 1% de croissance en 10 ans, alors que ça va nous détruire de l'intérieur. C'est comme potentiellement avaler du cyanure, c'est avaler du poison, et ça nous met encore plus sous perfusion. Pourquoi ? Parce que si on fait un petit peu d'intelligence économique, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la souveraineté alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'en cas de crise majeure, que ce soit une guerre par exemple, la chose la plus bête que l'on puisse penser, c'est où est la nourriture ? Est-ce qu'elle est loin ou est-ce qu'elle est proche ? Et si elle est proche, c'est bon signe, ça veut dire qu'on peut nourrir nos soldats, mais également la population. Donc déjà, si on nourrit la population et qu'on a une capacité d'autosuffisance, on évite les tensions, on évite potentiellement les révoltes, on évite un changement de régime. C'est pas de la politique fiction, là, ce que je vous dis là. Et deuxièmement, il faudrait peut-être s'inspirer des erreurs qui ont précédé. Alors, comparaison n'est pas raison, je ne veux pas faire d'anachronisme, je ne veux pas dire que l'histoire se répète, je dis simplement que, par exemple, je prends l'exemple du Deuxième Reich lors de la Première Guerre mondiale, la famine là-haut c'était quelque chose, les disettes c'était quelque chose, lorsqu'il y avait un blocus continental ou maritime c'était quelque chose, les gens mouraient. Donc si demain on nous coupe l'eau du robinet, donc on nous coupe les robinets de la production agricole alimentaire, on fait comment ? Et c'est ça où je voudrais amener également mon second point, je ne sais pas si c'est mon second point mais un autre point, c'est cette qualité, on nous amène quoi ? Est-ce que c'est de la merde vendue à des merdeux ? C'est ce que je me demande. Et ben moi je pense que oui. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que ce traité de libre-échangiste, déjà ces euromondialistes, ils sont tout seuls à vouloir ce traité. En plus, que ce soit le Brésil, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils peuvent aller voir ailleurs. Mais en plus, quelle est la qualité ? Parce que c'est bien d'avoir la quantité, il y a des bouches à nourrir. Ben oui, mais le problème c'est que si on a un pouvoir d'achat qui est tellement faible, déjà on a une conscience alimentaire tellement faible parce qu'on n'éduque plus les gens alimentairement qu'ils vont consommer de la merde. J'ai pas peur de le dire, de la merde. Pourquoi ? Parce que c'est de la viande bovine nourrie avec des OGM, des organismes transformés, avec des pesticides, pour par exemple le sucre ou ce genre de choses qui va drastiquement augmenter lorsque si cet accord est signé. Ensuite, des antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est super important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que déjà, on va s'empoisonner en l'avalant, mais le pire, c'est qu'une fois qu'on tombera malade, alors indépendamment du fait de demander encore plus à l'État de nous soigner, la sécurité sociale, déjà que le budget de la sécurité sociale est calamiteux, donc si en plus on leur demande de nous soigner parce qu'on est malade et qu'on peut même pas être soigné, pourquoi ? Parce qu'on fait la résistance aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'on aura encore assimilé dans nos organismes des antibiotiques, donc on fera de la résistance aux antibiotiques. Et en plus, cette richesse nutritionnelle, alors en termes de viande, cet élevage intensif, j'aimerais bien savoir là-dedans, j'aimerais bien avoir beaucoup d'analyses. Parce que, alors déjà la viande rouge, chacun ses croyances, chacun fait ce qu'il veut. Moi déjà je suis partisan pour manger de la viande rouge. Et évidemment, comme on dit, le poison c'est dans la dose. J'aime pas du tout cette phrase marketeuse de diététiciens et diététiciennes, j'en ai marre. Mais en attendant, il y a quand même un fond de vérité là-dedans, où on se rend compte, enfin j'essaie de pas dépasser 500 grammes par semaine, j'essaie pas de dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, mais évidemment pour notre santé, pour que ce soit juste par exemple n'importe quelle consommation de protéines, de ce que vous voulez, pas avoir de déséquilibre, j'en sais rien, d'oméga 3, d'oméga 6, que ça ne crée pas de l'inflammation chronique, que ça ne provoque pas plus rapidement ou plus conséquemment des maladies cardiovasculaires ou des maladies, cardiovasculaires, évidemment de la viande de mauvaise qualité ça va très vite, mais je pense particulièrement à la charcuterie, ou bien que ce soit des maladies du côlon rectal, ce genre de choses, ou bien déstabiliser son métabolisme. Donc ça c'est le premier chose, donc déjà petit tips en passant, consommer de la viande rouge, ok, pourquoi pas, c'est super bien, c'est très haute teneur en zinc, en fer, ferminique, etc., vitamine B12, c'est génial, mais consommez plus des abats. Les abats c'est vraiment beaucoup plus riche nutritionnellement, consommer du foie, du cœur, des rognons, ce genre de choses, c'est beaucoup mieux pour votre santé. Après c'est très élevé en vitamine A, donc je vous conseille de ne pas manger plus qu'une fois par semaine. Et c'est vrai que les Français ont perdu cette habitude de consommer des abats, pourtant c'est exceptionnel, ne serait-ce juste que si on fait un petit peu d'un point de vue évolutionniste,
On se rend compte qu'en fait, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bon, c'est un petit peu questionné, mais nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, lorsqu'ils n'avaient pas forcément... Bon, quand je dis c'est questionné, c'est qu'ils n'avaient pas forcément accès à de la viande, mais lorsqu'ils en avaient accès, ce qu'ils mangeaient, le steak en général c'était pour les chiens, hein. Ils mangeaient le cœur, ils mangeaient le foie, ils mangeaient les organes vitaux, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc peut-être, moi je pars du principe que je ne mange pas ce qui n'existait pas il y a 500 ans. C'est bête, mais au moins ça me permet de me préserver face à toute cette pollution. Quand je dis pollution, c'est pollution alimentaire, cette pollution que je peux ingérer, etc., assimiler. Donc déjà, on parle de qualité. Changer notre rapport de consommateur, arrêter de manger de la merde. Vous allez dire oui, mais c'est à propos du pouvoir d'achat, j'ai pas l'argent, je suis étudiant, j'ai 1000 euros de retraite, je peux pas. Le problème, par exemple, pourquoi ça ne tient pas et je peux détruire votre argument, parce que quand vous allez dans une coopération comme Biocoop, vous vous rendez compte que si j'élimine les parasites entre consommateurs et producteurs, il n'y a pas beaucoup de marge qui part à droite à gauche. Il n'y a pas les multinationales qui s'enrichissent, il n'y a pas des parasites qui s'enrichissent. Non, c'est déjà c'est mieux distribué aux producteurs, donc c'est forcément mieux pour eux. Et en plus, pour vous, la plupart du temps, c'est local, c'est bio et c'est mieux. Alors, par contre, attention, quand je dis privilégier les circuits courts, c'est exceptionnel, il faut faire ça, il faut changer nos attitudes parce que ce mondialisme exacerbé, ce globalisme, ce libre-échangisme, tout est basé sur quelque chose qui est un dualisme entre demande et offre. Si on change la demande, l'offre va changer. Si on veut de la qualité, ils vont nous proposer de la qualité, évidemment. Et ensuite, on va parler un petit peu de quelle est la situation actuelle en France d'un point de vue agricole. Est-ce que c'est calamiteux ou est-ce que c'est aussi vert qu'on le prétend? Et juste pour finir sur mon point, attention au marché vert, dehors par exemple, vous allez dans votre village ou dans votre ville, il y a un marché. En général, les marchés dehors, c'est tout simplement des produits, c'est un hypermarché à l'air libre. Pourquoi ? Parce que en général, c'est pas des produits bio ou c'est pas de saison. Je sais pas, vous avez des produits qui ne sont pas de saison et vous le voyez, mais attendez, c'est bizarre, c'est pas du tout de saison. Donc c'est pas de saison, c'est élevé sous serre, c'est sous pesticides. Certes, peut-être que ça rémunère mieux les producteurs, mais en revanche, pour votre santé, ce n'est pas le cas. Donc, faites votre balance bénéfice-risque. Mais pour revenir, du coup, d'un point de vue un petit peu plus national et dézoomé, est-ce que l'agriculture française est aussi verte qu'on le prétend ? Alors, j'ai fait un petit peu de recherche. On se rend compte que, par exemple, dans les élevages, 60% des animaux sont concentrés dans 3% des fermes. Donc déjà, c'est de l'élevage intensif. Également, on se rend compte que 8 animaux terrestres abattus en France proviennent de fermes industrielles. Donc l'extensif, et évidemment, c'est génial, c'est super bien, il en faut plus. Mais on dit qu'il faudrait diminuer de 30 à 90% notre consommation de viande, donc on en revient. Personnellement, j'y crois pas forcément qu'il faudrait réduire drastiquement notre consommation de viande. Franchement, si on arrête d'importer à droite, à gauche, et qu'on devient... Déjà, il faut savoir que la France, sur quasiment la totalité des produits, elle est autosuffisante à environ à 70-80%. Voilà, et quand je dis la plupart des gens consomment beaucoup trop de viande, je pense que ça vient principalement des Big Mac et que ça vient pas, comme je l'ai dit, du cœur, des abats, de la viande de qualité. Certes, il y a le pouvoir d'achat qui rentre en compte, je ne minimise pas, je ne minore pas leurs difficultés. Et c'est juste d'avoir une vision nuancée. Donc on se rend compte que agroalimentairement, la France est quand même en tête du peloton concernant à quel point elle est verte en fait. Est-ce qu'elle est vertueuse, son agriculture ? Alors attention, quand je dis elle est en tête du peloton d'un point de vue péjoratif, la France reste exceptionnelle. Je suis désolé, mais la France n'a rien à voir, et je continuerai à me battre pour ça. La France n'a rien à voir comparé à l'Espagne avec sa mer de plastique. La France n'a rien à voir en termes de production agricole que la Pologne qui arrose tout de plein de pesticides, etc. J'imagine qu'ils ont leur propre agriculture. J'imagine qu'il y a tout un système très vertueux également dans leur propre économie agroalimentaire. Je n'en doute pas. Mais la France, c'est quelque chose, c'est un pays de paysannerie. On est tous des descendants de paysans. C'est quasiment inéluctable, à moins que vous faites partie du 1% de la classe élite sociale économique, je sais rien, du petit Paris. On est tous descendants d'agriculteurs. En plus, la détresse des agriculteurs, c'est quelque chose, puisque environ un agriculteur se suicide tous les jours. Donc déjà, ça témoigne. Il me semble que, ne serait-ce que si on compare avec les autres professions, les agriculteurs se suicident 40 à 50% plus que les autres professions. La souveraineté alimentaire qui est très importante. Le libre-échangisme, oui, mais le libre-échangisme, non. Tout le temps, avec ce capitalisme à visage heureux, ça ne marche pas. Depuis les années 80 environ, peut-être 70, avec Reagan, Thatcher, etc.
Ça ne fonctionne pas. Un peu de protectionnisme. Alors déjà, je suis pas partisan de la demi-mesure. La demi-molle, je pense pas que ça fonctionne. Il faut du protectionnisme. Le protectionnisme, encore une fois, attention, je veux pas de connotation politique. Ne tombez pas dans cette stupidité d'amalgamer, de dire attention, protectionnisme, c'est populisme, c'est de la droite. Non, pas du tout. C'est une doctrine économique. Le populisme, vous voyez, vous me perdez. Non, le protectionnisme, ça n'a pas de sens de faire marcher cette machine de protectionnisme pendant 150 ans, 1000 ans, 2000 ans. Non, ça sert à le faire marcher en fonction des circonstances économiques. Voilà, comme par exemple le libéralisme, ça peut être bien, ça peut être très bien, mais pas sur 2000 ans, pas sur 500 ans, pas forcément sur 100 ans par exemple. Il faut moduler, il faut être plastique, il faut être libre, il faut être souple en fait, il ne faut pas être rigide, pas de fixisme. Donc protectionnisme quand le besoin se fait sentir, libre-échangisme, libéralisme quand le besoin s'en fait sentir. Donc les consommateurs, les agriculteurs, la souveraineté agricole, le transfert de souveraineté, qui on est, quelle est notre identité agricole, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que les autres nous proposent, et en plus c'est même pas forcément mieux ailleurs puisqu'ils le disent eux-mêmes. La gauche par exemple du Brésil ne veut même pas parce qu'ils en ont marre en fait de se faire exploiter. On est encore dans cette dynamique, je vais pas tomber encore dans voilà, vous avez compris, je pense que vous pouvez lire entre les lignes. Et en plus, ils nous méprisent parce que, en fait, on s'en fout. Si ça marchera pas avec vous, ça marchera avec des autres. Et ce dédain de dire, ça marche pas avec vous, tant pis. Alors que nous, ça peut tout changer. Pour vous, peut-être que ça change pas drastiquement parce qu'en fait, vous êtes optimisé, vous êtes équipé. Par contre, nous, encore une fois, on s'est un peu vieillot en fait. On est un peu dans une stratégie de fuite à l'avant. Donc forcément, ça nous questionne. Et en termes, c'est ça que je voulais passer comme message également en fin de vidéo, c'est que il faut de l'optimisme politique. C'est-à-dire comment ça marche, il faut s'intéresser à la politique, il faut comprendre les rapports de pouvoir, il faut s'intéresser au monde, il faut être riche en monde, il faut être par exemple être militant si vous le voulez. Faire du militantisme c'est très bien, mais si vous n'avez pas envie, si c'est pas votre dada ou j'en sais rien, vous êtes plutôt par exemple comme moi, un peu plus timide, un peu plus réservé, vous êtes plus sur la réserve, vous êtes un peu plus dans votre monde, c'est pas grave, prenez une forme d'expression qui est autre, partagez, faites des vidéos, réagissez à des vidéos. Faites quelque chose, ne soyez pas passif, ne soyez pas dans l'inaction, parce que c'est exactement comme ça que notre agriculture française va mourir, c'est par l'inaction. Par exemple, les révoltes agricoles, je ne vais pas m'éterniser, mais dessus, leur plus grande faiblesse, c'est qu'il y a, il me semble, 400 000, 500 000 agriculteurs en France, et ils sont peut-être 5 000, 1000 à se mobiliser, parce que d'autres pensent que ce n'est plus possible. Ils sont accompagnés par un pessimisme, ce genre de choses. Et pourtant, il y a encore de l'espoir, on peut encore se battre. Ce n'est pas trop tard. Je ne pense pas qu'il y a encore des traités, des mesures qui soient tellement irrévocables que c'est fini. La France, c'est déjà une inscription sur une pierre tombale. Pas encore. C'est pour ça que je voulais vous inviter en fin de vidéo à vous battre. C'est important. Nous devons nous battre. Et n'hésitez pas à vous battre en commentaire. Pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.